Marcus Rivera, ingénieur formé à l'Institut de technologie du Massachusetts, devenu concierge, arriva à la tour Hartwell Industries à 4h30 un froid lundi matin. Son souffle formait de petits nuages dans l'obscurité. À 42 ans, ses mains portaient encore les callosités du travail de précision, même si elles tenaient désormais des produits de nettoyage industriel plutôt que des outils de dessin technique. Le hall de marbre étincelant lui renvoyait le reflet de son uniforme usé, un fantôme évoluant dans des espaces conçus pour d'autres vies. Dans son portefeuille, plié avec soin derrière sa licence d'ingénieur expirée, se trouvait une photo d'Emma, 11 ans, dont le sourire était assez lumineux pour justifier tous les sacrifices. 2 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait échangé son badge Boeing contre une carte magnétique de concierge. Les mathématiques étaient simples et cruelles. Le traitement contre le cancer de Sarah avait consumé leurs économies, leur maison et, finalement, leur avenir. Il restait $18 000 de dette médicale, étalée sur 10 ans de paiement mensuel qui ne laissait aucune marge d'erreur. Son diplôme d'ingénieur du MIT était rangé dans un garde-meuble qu'il ne pouvait plus se permettre. À côté des brevets pour des systèmes de sécurité qui ne verraient jamais le jour, l'infrastructure du bâtiment lui murmurait ses secrets pendant qu'il travaillait. 20 ans d'ingénierie structurelle avaient entraîné ses yeux à voir ce que les autres manquaient, les fissures de contraintes dans les cages d'escalier, le système HVAC inefficace qui saignait de l'argent, les retards d'entretien des ascenseurs qui causeraient tôt ou tard des problèmes. Mais signaler ces choses n'était plus son travail. Son travail était de faire en sorte que la salle de conférence du 42e étage brille avant l'arrivée de Victoria Hartwell. Victoria entra dans son domaine à cette heure précise ce matin-là, ses talons frappant le marbre avec une précision métronomique. À 38 ans, elle commandait la tour que son père avait construite pendant plus de 40 ans. Bien que le poids de cet héritage pesât sur ses épaules comme une pression atmosphérique, la tentative d'OPA hostile de Morrison Enterprises s'était accélérée ces dernières semaines. Les membres du conseil d'administration se demandaient si la fille de Richard Hartwell possédait l'échine d'acier de son père. Les médicaments contre l'anxiété prescrits dans son tiroir de bureau suggéraient qu'elle se posait elle aussi la question. Son assistante la briefa sur les batailles de la journée pendant qu'elle se tenait devant la fenêtre, regardant la ville s'éveiller en contrebas. Projection trimestrielle, réunion du conseil, manœuvre stratégique pour sauver l'entreprise des prédateurs qui tournaient autour. Elle avait tout sacrifié pour cette vue, ce pouvoir, cette preuve qu'une femme pouvait être aussi impitoyable que n'importe quel homme dans l'arène corporative. Le coût avait été calculé et payé. Pas de famille, peu d'amis, et une réputation de reine des glaces qu'elle portait comme une armure. La semaine se déroula en petite cruauté. Le lundi, Marcus ajustait le thermostat de la salle de conférence quand Victoria entra avec des investisseurs potentiels. Sa voix trancha l'air comme un vent d'hiver, ne touchez pas à l'équipement des cadres. Attendez dehors jusqu'à ce que nous ayons terminé. Il resta dans le couloir pendant 2 heures à écouter des discussions étouffées sur des millions pendant qu'il calculait s'il pouvait se permettre les $75 de matériel pour le projet scientifique d'Emma. Le mercredi apporta une tasse de café. La main de l'assistante exécutive tremblait tandis que le liquide brun se répandait sur le sol où Marcus était agenouillé pour remplacer des prises électriques. Victoria passa à côté, son observation désinvolte dans son mépris. Au moins, le sol est bien nettoyé pour une fois. L'assistante articula un « désolé » quand Victoria se détourna, mais Marcus se contenta de hocher la tête et continua son travail. La dignité était gratuite, la seule chose qu'il ne pouvait pas lui prendre. Le vendredi matin, la pression avait compressé Victoria en quelque chose de tranchant et fragile. La réunion trimestrielle du conseil approchait. Des membres du conseil hostile s'étaient rassemblés comme des loups, sentant la faiblesse. Marcus entra dans la salle de conférence pour l'entretien programmé des filtres à air. Une tâche de routine qui ne pouvait pas attendre. Le timing fut malheureux. La réaction explosive. C'est pour ça que certaines personnes prennent les décisions et d'autres nettoient derrière elles, annonça Victoria à la salle, sa voix portant le faux courage de quelqu'un qui joue la force. Un membre du conseil, Thompson, rit. Un son dur qui l'encouragea à continuer, vous devez comprendre votre place dans cet immeuble. Marcus resta parfaitement immobile, le filtre sale dans les mains. Toutes mes excuses pour la perturbation, mademoiselle Hartwell. En se retournant pour partir, le certificat de mention d'honneur d'Emma glissa de sa poche et tomba face visible sur la table polie. L'accomplissement semblait petit dans cette pièce où se traitaient des affaires de millions de dollars. Victoria y jeta un regard avec un dédain exercé, peut-être devriez-vous vous concentrer davantage sur votre travail que sur vos affaires personnelles.
Certains d'entre nous essaient de diriger une entreprise ici. Les membres du conseil rirent leur approbation. Elle avait réussi leur test, prouvé qu'elle pouvait être aussi froide que son père. Marcus récupéra le certificat avec soin, comme s'il était en or plutôt qu'en papier, et partit sans un mot de plus. Ce soir-là, Marcus s'assit dans sa Honda de 10 ans pendant sa pause entre deux emplois, regardant Emma à travers la fenêtre du programme parascolaire. Elle aidait des enfants plus jeunes avec leurs devoirs, patiente et gentille comme l'avait été sa mère. Le programme coûtait plus que ce qu'il gagnait avec ses courses Uber l'après-midi, mais il la gardait en sécurité jusqu'à 20 h, quand son service de nuit se terminait. Son téléphone vibra avec un texto de l'enseignante d'Emma, proposition de projet pour la foire scientifique. Excellent. Emma a une aptitude exceptionnelle. Liste de matériel jointe, 75 $ pour des fournitures qui mettront en valeur le génie de votre fille. Son compte bancaire affichait 47 $ jusqu'au mardi. Les cartes de crédit, maxées par le traitement de Sarah, étaient des monuments au choix faits par amour plutôt que par logique. Il ouvrit son ordinateur portable et chercha du travail freelance en KO pour le week-end. Ses compétences d'ingénieur restaient affûtées, même si l'industrie le considérait comme périmé après une interruption de 5 ans. Un petit projet pourrait couvrir le matériel d'Emma s'il travaillait toute la nuit du samedi. Le sommeil était un luxe qu'il avait abandonné depuis longtemps. Le complexe de logements subventionnés où il vivait racontait sa propre histoire de compromis. L'unité 17B du Riverside Housing comportait 2 chambres, de l'eau chaude intermittente et des voisins dont les luttes reflétaient les siennes. Emma ne se plaignait jamais, mais Marcus remarquait comment elle faisait ses devoirs dans la salle de bain quand le salon devenait trop froid, comment elle faisait semblant de ne pas avoir faim quand ils partageaient leur dernier repas avant la paix. Le vendredi soir apporta la tempête. Une violence soudaine de vent et de pluie qui correspondait à l'humeur de Victoria. Les documents de l'OPA hostile étalés sur la table de conférence du 42e étage racontaient une histoire de trahison corporative. Des membres du conseil qui avaient souri tout en aiguisant leurs couteaux. Elle était restée tard pour étudier chaque détail, cherchant l'arme qui sauverait l'héritage de son père. Morrison Enterprises avait structuré leur attaque avec brio, exploitant chaque faiblesse des défenses de Hartwell. Ils avaient déjà retourné 3 membres du conseil et en avaient besoin de 2 de plus pour prendre le contrôle. À 19h15, la foudre frappa le transformateur principal du bâtiment. Les lumières vacillèrent et s'éteignirent. Puis l'alimentation de secours se déclencha avec une réticence grinçante qui trahissait l'âge et le manque d'entretien. Victoria remarqua à peine. Absorbée par le langage juridique qui pouvait signifier la survie ou la mort de l'entreprise. Marcus couvrait un collègue malade, reconnaissant pour les heures supplémentaires qui ajouteraient 30 $ au chèque du mardi. Il connaissait intimement les humeurs et les maux du bâtiment. Et la respiration laborieuse des générateurs de secours l'inquiétait. Ces tours des années 1970 avaient été construites pour des tempêtes plus petites qui ne testaient pas tous les systèmes en même temps. Le rythme saccadé du générateur parlait de maintenance différée, de profit trimestriel prioritaire sur l'investissement dans l'infrastructure. Marcus avait rédigé 3 rapports anonymes sur les vulnérabilités du bâtiment, soumis via le système de suggestion qui promettait la confidentialité. Chacun avait disparu dans le silence corporatif, classé ou jeté par des personnes qui voyaient la maintenance comme un coût plutôt que comme un investissement. Le second coup de foudre coupa complètement l'alimentation de secours. Les lumières d'urgence s'allumèrent dans les cages d'escalier, alimentées par batteries et temporaires. Victoria leva enfin les yeux de ses documents, agacée par l'interruption. Les ascenseurs s'étaient verrouillés automatiquement. Protocole de sécurité d'une ère plus prudente. Elle rassembla les papiers essentiels et décida de descendre les 42 étages à pied plutôt que d'attendre le retour du courant. La porte de la cage d'escalier se referma derrière elle avec une finalité qui résonna dans les os de béton. Les lumières d'urgence projetaient des ombres dures, rendant chaque marche incertaine. Elle avait emprunté ces escaliers lors d'exercices d'incendie, mais jamais seule, jamais dans le noir, jamais avec la pluie qui martelait le bâtiment comme des poings. Son père avait parcouru ces mêmes escaliers pendant la construction, vérifiant chaque étage tandis que sa tour s'élevait vers le ciel. Elle se souvenait d'avoir 7 ans, tenant sa main pendant qu'il expliquait que les bâtiments étaient comme les gens, forts à l'extérieur, mais vulnérables à l'intérieur, nécessitant des soins constants pour rester debout. Au 31e étage, elle l'entendit, un bruit de broyage et de déchirement qui appartenait au cauchemar. L'eau s'infiltrait dans les os du bâtiment depuis des années. Une maintenance négligée créant des faiblesses là où on supposait de la force.
La tempête avait trouvé ses vulnérabilités et les exploitait avec une destruction patiente. La section de la cage d'escalier s'effondra entre le 30e et le 31e étage avec une violence qui projeta Victoria contre le mur de béton. Sa cheville se tordit, se brisa, envoyant un éclair de douleur dans sa jambe qui rivalisa avec la tempête à l'extérieur. Quand la poussière retomba, elle était piégée dans une poche d'espace. Des débris de béton bloquaient les deux directions. De l'eau commençait à couler des tuyaux brisés. L'obscurité était totale, sauf pour une lumière d'urgence défaillante qui clignotait comme un battement de cœur mourant. Son téléphone s'était brisé dans la chute, même si les zones mortes de la tour l'auraient rendu inutile de toute façon. Elle cria, mais la tempête avala sa voix, la rendant insignifiante d'une manière que le pouvoir et l'argent ne pouvaient pas réparer. La claustrophobie arriva comme une vieille ennemie, apportant des souvenirs d'avoir été enfermée dans la cave à vin de son père à 7 ans, oubliée pendant une fête. Retrouvée des heures plus tard, sanglotante et changée. Les murs semblaient se rapprocher, l'obscurité jouant des tours qui rendaient la respiration difficile. L'eau montait centimètre par centimètre, assez froide pour voler toute sensation à ses pieds. Elle pensa à son père la retrouvant dans cette cave, comment il l'avait tenue pendant qu'elle tremblait. Promis de ne plus jamais la laisser être oubliée. Mais il était parti maintenant, 5 ans sous terre, et elle était seule dans le noir avec l'eau qui montait et les murs qui se refermaient. Marcus effectuait les vérifications d'étage selon le protocole d'urgence, un balayage systématique que les concierges effectuaient quand les autres évacuaient. Il connaissait les faiblesses de ce bâtiment, avait rédigé des rapports anonymes sur la détérioration de la cage d'escalier qui avait probablement été classée et oubliée. La cage d'escalier du 31e étage était la pire. Des dommages causés par l'eau la rendaient vulnérable par mauvais temps. Il entendit quelque chose entre les coups de tonnerre, un son qui pouvait être humain ou le bâtiment qui se réarrangeait dans de nouvelles configurations de dommages. Mais 20 ans d'ingénierie lui avaient appris à faire confiance à ses instincts concernant les structures et leurs défaillances. La radio d'urgence crépita quand il appela 911. Ici Hartwell Industries. Personne possiblement piégée. 31e étage, cage d'escalier ouest. Le bâtiment a subi des dommages structurels. Monsieur, nous avons de multiples urgences en ville. Le service d'incendie estime 40 minutes minimum. Pouvez-vous évacuer en toute sécurité? Marcus regarda vers l'accès à la cage d'escalier, calculant. Il connaissait les secrets de ce bâtiment, ses itinéraires alternatifs et ses passages de maintenance. Je vais tenter d'apporter de l'aide. Je connais la structure du bâtiment. Monsieur, nous vous conseillons d'évacuer immédiatement. N'essayez pas de secourir sans équipement et formation appropriée. J'ai 20 ans d'expérience en ingénierie structurelle. Quelqu'un est piégé et 40 minutes pourraient être trop tard. La salle de maintenance fournit ce dont il avait besoin, équipement de rappel des opérations de lavage de vitres, outils d'urgence, une lampe frontale qui transformait l'obscurité en ombre gérable. Son esprit d'ingénieur cartographiait les routes pendant que ses mains travaillaient avec une précision retrouvée. Avant d'entrer dans la zone dangereuse, Marcus appela le programme parascolaire d'Emma, expliquant qu'il pourrait être en retard. « Dis-lui que je l'aime. » dit-il, puis il raccrocha avant que l'émotion ne puisse affaiblir sa résolution. Le puits d'ascenseur offrait un accès à la cage d'escalier parallèle via l'espace mécanique. Marcus descendit en rappel étage par étage, une descente mesurée dans l'architecture cachée du bâtiment. Au 31e, il rampa à travers la gaine HVAC, suivant des plans mémorisés pendant 2 ans de service de nuit où étudier le bâtiment avait rempli les heures vides. Les gaines gémissaient sous son poids. 20 ans de poussière et de négligence rendaient chaque mouvement précaire. Il pouvait entendre l'eau qui ruisselait quelque part en dessous, le système de circulation du bâtiment hémorragiant comme des artères sectionnées. Les supports structurels qu'il passait montraient des fissures de contrainte qui auraient horrifié son moi d'ingénieur plus jeune. Preuve d'un effondrement au ralenti, reporté mais pas empêché. Il trouva Victoria semi-consciente, l'hypothermie et le choc se disputant les ressources restantes de son corps. Son tailleur de créateur était déchiré, révélant la vulnérabilité humaine sous l'armure corporative. Quand sa lampe frontale illumina son visage, elle tressaillit. « Mademoiselle Hartwell, c'est Marcus Rivera. Je vais vous sortir d'ici. » Sa voix venait de loin, le concierge. Je dois halluciner. 20 ans d'ingénierie structurelle avant d'être concierge. Madame, j'ai besoin que vous restiez éveillée. Pouvez-vous me dire où vous êtes blessée? Elle essaya de se concentrer sur son visage, le voyant clairement pour la première fois peut-être.
L'homme qu'elle avait humilié quelques heures plus tôt risquait sa vie pour la sienne. Ses mains compétentes vérifiaient ses blessures avec une précision professionnelle. Ma cheville. Je ne sens plus mes pieds. L'eau. Il travailla pendant qu'elle dérivait, créant une attelle à partir de fournitures de nettoyage et d'équipements d'urgence. Ses mains restaient fermes malgré le bâtiment qui gémissait autour d'eux. Le chemin du retour était bloqué. Un effondrement supplémentaire rendant le retour impossible. Mais Marcus connaissait les secrets de ce bâtiment. Il y a un ancien puits de maintenance, expliqua-t-il en l'aidant à se lever, qui n'a pas été utilisé depuis la rénovation des années 1980. C'est notre sortie. Elle ne pouvait pas marcher, la cheville refusant tout poids, alors il la porta à travers des passages qui n'existaient sur aucun plan actuel. Sa force venait du chargement de camions chez Boeing, du portage de Sarah pendant ces derniers mois, d'être un père qui ne pouvait pas se permettre la faiblesse. Pourquoi ? Demanda-t-elle contre son épaule. Après ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Parce que c'est la bonne chose à faire. Répondit-il en se guidant au toucher dans l'obscurité absolue. Parce que vous êtes un être humain en difficulté. Parce que ma fille ne me pardonnerait jamais si je m'éloignais de quelqu'un qui avait besoin d'aide. Le bâtiment trembla, une autre section cédant, mais Marcus naviguait au toucher et à la mémoire. Ils rampèrent à travers des espaces à peine assez larges pour leur corps. Victoria ravalait des cris quand sa cheville raclait contre le béton. Le puits de maintenance était un cauchemar vertical d'échelons rouillés et de supports défaillants, mais c'était leur seule chance. Je ne peux pas, haleta Victoria en regardant dans l'obscurité en contrebas. Vous pouvez, dit Marcus fermement. Je serai juste derrière vous. Un échelon à la fois. Ne regardez pas en bas, grimpez seulement. Elle grimpa à travers une douleur qui brouillait la vision, à travers une terreur qui bloquait les muscles, à travers la certitude que chaque échelon serait celui qui céderait. Marcus restait assez proche pour qu'elle sente sa présence. Sa voix restait ferme et rassurante, vous vous en sortez très bien. 3 échelons de plus. 2 de plus. Presque là. Quand ils émergèrent enfin dans le hall, les lumières du service d'incendie peignaient tout en rouge et en urgence. Victoria lui serra la main avec une force surprenante. Ces murs soigneusement construits complètement détruits. Ne me laissez pas, murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis des années, elle semblait humaine. Marcus resta jusqu'à ce que les secouristes prennent le relais, jusqu'à ce que les portes de l'ambulance se referment, puis il marcha jusqu'à sa Honda et partit pour son deuxième travail. Il ne pouvait pas se permettre de manquer son service, il ne pouvait pas se permettre les questions que l'héroïsme pourrait apporter. Emma avait besoin de stabilité plus qu'il n'avait besoin de reconnaissance. 2 semaines plus tard, Victoria se réveilla dans sa chambre d'hôpital privé face à des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Où était l'homme qui l'avait sauvée ? Les infirmières expliquèrent qu'il était resté jusqu'à ce qu'elle soit stable, puis était parti travailler. L'idée que quelqu'un sauve une vie puis pointe pour un service de nuit brisa quelque chose dans sa compréhension du monde. Elle demanda son dossier personnel et le lut dans la lumière grise de l'après-midi. Massachusetts Institute of Technology. Diplômé summa cum laude. Ingénieur structure senior chez Boeing. 12 ans d'excellence. Brevet pour des systèmes de sécurité de bâtiments qui auraient pu empêcher sa quasi-mort. Femme décédée, cancer. Âge de la fille, Emma, 6e année, mention d'honneur. Adresse actuelle, complexe de logement Riverside, unité subventionnée 17B. Elle la rechercha et trouva des statistiques de criminalité et des plaintes sur les punaises de lit. Comprenant pour la première fois que certaines personnes ne choisissaient pas leurs circonstances. Le dossier contenait des évaluations de performance de son poste de concierge, attention exceptionnelle aux détails, ne manque jamais un service, aide les collègues sans qu'on le lui demande, a soumis plusieurs suggestions d'amélioration de la sécurité via le système anonyme. Elle reconnut les suggestions. Elle les avait rejetées comme une maintenance inutilement coûteuse. Sa première tentative de gratitude fut un chèque de $10 000. Livré via les RH, il revint non encaissé avec une note écrite dans une écriture d'ingénieur précise, « Je ne l'ai pas fait pour l'argent ». Elle essaya ensuite une promotion, lui offrant le poste de directeur des installations. Son refus vint avec une leçon d'économie qu'elle n'avait jamais reçue à l'école de commerce, « Si mon revenu augmente de seulement $5 000 par an, je perds la subvention de logement. Le loyer du marché coûterait $12 000 de plus par an. Votre promotion me coûterait en réalité de l'argent. Le
précipice des avantages, comme il l'appelait. L'espace où essayer de monter signifiait tomber plus bas. Elle n'avait jamais considéré que le système pouvait être conçu pour maintenir les gens à leur place, non par malveillance, mais par les mathématiques. Sa troisième tentative fut anonyme, une prime étiquetée, évaluation structurelle du bâtiment, qui apparut sur son chèque de paie. Il la découvrit en quelques jours et la refusa poliment en personne. Ma dignité n'est pas à vendre, mademoiselle Hartwell. J'en ai très peu, mais ce que j'ai m'appartient. 3 semaines après le sauvetage, ils eurent leur première vraie conversation. Victoria était restée tard pour travailler sur des stratégies de défense contre l'OPA, cette fois sincèrement, sans performance pour qui que ce soit. Marcus entra pour nettoyer et ils existèrent dans l'espace entre employeur et employé, survivante et sauvée. J'avais tort, dit Victoria, se surprenant elle-même par l'aveu. Pas seulement ce vendredi. À propos de tout. À propos de vous, à propos de la valeur, à propos de ce qui rend quelqu'un précieux. Marcus continua à vider les corbeilles à papier. Ses mouvements étaient efficaces. Tout le monde a de mauvais jours, mademoiselle Hartwell. Arrêtez d'être si digne. J'ai été cruel. Délibérément, calculément cruel. Il s'arrêta alors, la regardant vraiment pour la première fois. La cruauté est généralement la peur qui porte un déguisement. De quoi aviez-vous peur? La question déverrouilla quelque chose qu'elle avait enterré sous les rapports trimestriels et les réunions du conseil. Qu'ils avaient raison. Que je ne pouvais pas remplir les chaussures de mon père. Qu'être une femme signifiait être faible, alors je devais être 2 fois plus froide pour être prise au sérieux. Mon père a construit cette entreprise pendant 40 ans. Il est mort à son bureau il y a 5 ans. Le conseil voulait que mon frère prenne la relève, mais il était en prison pour fraude sur titre. J'étais le lot de consolation. Marcus reprit le nettoyage, lui laissant de l'espace pour continuer. Il me teste constamment. Chaque réunion est un procès où je dois prouver que je ne suis pas juste la fille de Richard Hartwell qui joue à s'habiller. Ce matin-là avec vous dans la salle de conférence, Thomson regardait. Si j'avais montré la moindre gentillesse, la moindre humanité, il l'aurait utilisé comme preuve que j'étais trop douce pour diriger. Alors j'ai choisi d'être cruel envers quelqu'un qui ne pouvait pas riposter. La vérité piqua plus que sa cheville. Oui, j'ai choisi de vous blesser parce que je le pouvais. Parce que cela me faisait me sentir puissante quand je me sentais impuissante. Ma fille me demande pourquoi certaines personnes sont méchantes, dit Marcus en alignant les chaises avec une précision mathématique. Je lui dis que les gens blessés blessent les gens. Mais Emma est intelligente. Elle demande pourquoi certaines personnes blessées choisissent la gentillesse à la place. Que lui répondez-vous? Que choisir la gentillesse quand on a été blessé est la vraie force. N'importe qui peut transmettre la douleur. Il faut du courage pour la laisser s'arrêter avec soi. Ils parlèrent jusqu'à minuit. 2 personnes se découvrant l'une l'autre à travers un gouffre de circonstances. Victoria apprit la bataille de Sarah, le choix entre carrière et soins, la lente glissade d'ingénieur à concierge qui vint avec le deuil et les dettes. Marcus apprit les batailles en salle de conseil, les OPA hostiles, la solitude du pouvoir qui ressemblait à une noyade dans une pièce pleine de monde. Sarah a été diagnostiquée juste après ma promotion au poste d'ingénieur senior, expliqua Marcus. Stade 3, cancer du pancréas. Les médecins lui donnaient 6 mois. Elle a vécu 2 ans par pure volonté, voulant voir Emma atteindre le CE2. Vous avez tout abandonné pour elle. J'ai abandonné une carrière. J'ai gardé tout ce qui comptait. Ces 2 dernières années, être là chaque jour, lui tenir la main pendant la chimio, regarder Emma lire à sa mère tous les soirs. Je n'échangerai pas ces souvenirs contre n'importe quel bureau d'angle. Victoria pensa à ses propres choix, la relation sacrifiée pour le succès, la famille qu'elle n'aurait jamais parce qu'une grossesse montrerait de la faiblesse au conseil. J'ai tout abandonné de ce qui comptait pour des choses qui ne comptent pas. Il n'est pas trop tard pour changer cela, dit Marcus doucement. Quand elle proposa de juger le projet d'Emma à la foire scientifique, elle le pensait vraiment. Pas en tant que PDG, pas pour la publicité, mais en tant que quelqu'un qui essayait d'apprendre à redevenir humaine. La foire scientifique se tenait dans le gymnase de l'école publique d'Emma, un bâtiment qui avait besoin de peinture et de réparation mais qui bourdonnait de l'enthousiasme des enfants. Victoria arriva dans ses vêtements les plus simples, essayant de se fondre parmi les parents qui travaillaient plusieurs emplois pour être présents.
Le projet d'Emma sur les énergies renouvelables pour les logements à faible revenu montrait l'influence de son père, calculs précis, solutions innovantes et une profonde empathie pour les personnes qui luttaient avec les factures d'énergie. Quand Victoria demanda son inspiration, Emma répondit simplement. Papa m'a appris que l'ingénierie devrait aider tout le monde, pas seulement les gens qui peuvent se le permettre. L'attention des médias arriva un mois plus tard quand des images de vidéosurveillance furent divulguées. Le concierge héros sauve la PDG milliardaire devint l'histoire que tout le monde voulait raconter. Marcus détesta chaque seconde, surtout quand Emma rentra à la maison en pleurant parce que ses camarades l'appelaient « la fille du concierge ». Comme si c'était quelque chose de honteux. Victoria essaya de contrôler le récit, faisant des déclarations sur son héroïsme, son passé d'ingénieur, l'injustice de ses circonstances. Chaque tentative empirait les choses, le peignant soit comme un cas de charité, soit comme un noble sauvage, ni l'un ni l'autre ne contenant son humanité entière. Chaque fois que vous essayez d'aider publiquement, lui dit-il, vous rappelez à tout le monde que je suis en dessous de vous. Vous ne pouvez pas réparer les inégalités systémiques avec des communiqués de presse. Elle se retira alors, comprenant enfin que certaines aides étaient des dommages déguisés en bonnes intentions. 6 mois après le sauvetage, les défaillances de l'infrastructure du bâtiment exigèrent de l'attention. L'assurance réclamait une évaluation, les cabinets de conseil citaient 2 millions de dollars pour une analyse complète. Victoria se souvint du passé d'ingénieur de Marcus et fit une demande formelle via les voies appropriées, offrant les tarifs de consultation standard de l'industrie. Il accepta à condition d'anonymat. Son analyse trouva 15 problèmes critiques. Ces solutions économisèrent 3 millions de dollars à l'entreprise. Le conseil exigea de rencontrer ce brillant consultant. Victoria protégea son identité, affirmant qu'il préférait la vie privée. Marcus utilisa les honoraires pour rembourser une partie des dettes médicales et enfin offrir à Emma le camp scientifique d'été, même s'il garda son poste de concierge pour l'assurance maladie qui permettait à Emma de voir un médecin quand nécessaire. 4 mois plus tard, Emma s'effondra à l'école. L'appendicite était banale jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Des complications nécessitant un chirurgien spécialiste que l'assurance de Marcus classait hors réseau. Il était assis dans la salle d'attente à calculer les taux de prêts prédateurs quand Victoria apparut. « Comment l'avez-vous su » demanda-t-il. Le programme d'assistance aux employés l'a signalé. Je l'ai restructuré pour qu'il aide vraiment. Elle s'assit à côté de lui, pas en face. Le chirurgien a été arrangé. La différence a été couverte. Je ne peux pas accepter. Vous m'avez sauvé la vie. S'il vous plaît, laissez-moi aider à sauver la sienne. Sa fierté lutta avec son amour pour Emma. L'amour gagna, comme toujours. Pendant la convalescence d'Emma, Victoria lui rendit visite quotidiennement avec des livres et des jeux. Elle apprit les rêves d'Emma de devenir ingénieure environnementale, ses matières préférées, la mer qu'elle se souvenait à peine mais dont elle avait hérité la gentillesse. Papa dit que maman vous aurait aimé, lui dit Emma un après-midi. Il dit que vous apprenez à voir les gens comme maman le faisait toujours. Victoria dut s'excuser pour pleurer dans les toilettes de l'hôpital, submergée par la grâce d'une enfant qui pouvait pardonner à la femme qui avait humilié son père. Ils prirent un café dans la cafétéria de l'hôpital pendant la convalescence d'Emma, parlant d'ingénierie et d'architecture, de bâtiments et des personnes qui les nettoyaient. Victoria voyait clairement son génie maintenant, mais elle comprenait aussi les barrières systémiques qui maintenaient ce génie à balayer les sols. Quand elle suggéra qu'il retourne à l'ingénierie, il expliqua les mathématiques de l'impossibilité, les interruptions de 5 ans équivalaient à de l'inemployabilité, les frais de garde après l'école coûtaient plus que la plupart des postes d'entrée en ingénierie, et le précipice des avantages signifiait que gagner plus signifiait souvent avoir moins. Elle commença à réformer discrètement les politiques de l'entreprise, augmentant les salaires des travailleurs contractuels, créant des voies d'avancement qui incluaient un soutien à l'éducation et une assistance pour la garde d'enfants. Elle ne pouvait pas réparer la société, mais elle pouvait réparer son petit coin. D'autres cadres remarquèrent ces changements et firent des observations sur le fait de s'amollir et d'oublier sa place. Le membre du conseil Thomson l'a mis en garde sur le maintien de frontières appropriées entre direction et main-d'œuvre. Elle défendit ces changements avec des tableaux et des projections, sans jamais mentionner le concierge qui lui avait montré que la valeur humaine ne se mesurait pas en option sur action. 1 an après le sauvetage, la tentative d'OPA hostile atteignit un point critique. Victoria risquait d'être évincée, l'héritage de son père perdu au profit de raideurs corporatifs. Elle avait besoin d'innovation, quelque chose pour montrer au conseil que Hartwell Industries pouvait évoluer.
Elle se souvint de l'ancien brevet de Marcus, un système de sécurité de bâtiment qui pourrait révolutionner la gestion des infrastructures. Ensemble, ils travaillèrent pendant les nuits où ils ne nettoyaient pas, développant une présentation qui économiserait 30 millions sur 5 ans. Quand le conseil exigea de savoir qui avait créé cette brillante proposition, Victoria se redressa et dit la vérité, Marcus Rivera, notre concierge de nuit, ancien ingénieur senior chez Boeing, l'homme qui m'a sauvé la vie quand ce bâtiment a essayé de me tuer. Parce que nous avons ignoré l'infrastructure au profit des profits trimestriels. La salle devint silencieuse. Thomson commença à objecter, mais Victoria avait appris à se battre à l'exemple de Marcus. Avec dignité et fait plutôt qu'avec cruauté et peur. Son brevet, développé il y a 10 ans, aurait empêché l'effondrement qui a failli me tuer. Ces recommandations de sécurité anonymes, que nous avons ignorées, ont identifié chaque faiblesse que la tempête a exploitée. Nous avons payé des millions à des consultants tout en ignorant le génie qui nettoyait nos bureaux. Le conseil approuva la proposition et offrit à Marcus un poste de directeur des infrastructures durables, mais seulement s'il arrêtait d'être concierge. L'optique, dirent-ils, était problématique. Marcus refusa initialement, ayant besoin des avantages pour Emma. Mais Victoria se battit pour lui correctement cette fois, avantages complets, horaires flexibles pour les besoins d'Emma, salaire en rapport avec son expertise et son expérience. Quand il accepta, ses collègues concierges célébrèrent sans jalousie. Ils avaient toujours connu sa valeur. Il était temps que quelqu'un voie ce que nous voyons tous, dit Carlos en lui serrant la main. Tu n'as jamais oublié d'où tu venais. Ne nous oublie pas maintenant. Jamais, promit Marcus. La première chose que je vais faire est de m'assurer que chaque concierge de cet immeuble ait un équipement de sécurité approprié et des salaires justes. 3 mois après son nouveau poste, Marcus avait transformé les opérations du bâtiment, économisant des millions tout en améliorant les conditions de travail pour tout le monde, des cadres au personnel de nettoyage. Un soir tard, ils travaillèrent ensemble sur un projet, commandèrent du chinois à emporter et parlèrent en égaux pour la première fois. Je vous vois maintenant, dit Victoria. Le vrai vous, pas le concierge ni l'ingénieur, mais Marcus. Je vous ai toujours vu. Répondit-il. Même à travers l'armure, surtout à travers l'armure. Quand sa voiture ne voulut pas démarrer dans le parking, il la répara comme il l'avait fait la première fois, tous deux riant de la symétrie. Mais cette fois, quand il ferma le capot, elle l'embrassa, hésitante et interrogative. Un début plutôt qu'une conclusion. C'est compliqué, dit Marcus. Tout ce qui vaut la peine l'est, répondit Victoria. Ils prirent leur temps. Emma toujours la priorité. Frontière professionnelle au travail. Dîner privé une fois par semaine. Construisant quelque chose de réel sur un terrain égal plutôt que sur la fantaisie ou les dynamiques de pouvoir. 18 mois après le sauvetage, ils se marièrent dans un centre communautaire avec 20 invités. Emma fut demoiselle d'honneur, son discours simple et parfait, maman aurait aimé savoir que papa a trouvé quelqu'un qui le voit vraiment. L'entreprise s'était transformée sous leur partenariat. Des politiques plaçant les employés d'abord qui, paradoxalement, amélioraient les profits. Les innovations de Marcus menaient l'industrie tandis que Victoria apprenait que la force signifiait soulever les autres plutôt que de se tenir sur eux. Ils construisirent une vie qui honorait leur passé tout en créant un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer seul. Le succès redéfinit non comme le pouvoir ou l'argent, mais comme le partenariat, la famille et la dignité maintenues à travers chaque tempête. Certains matins, Marcus arrivait encore tôt. Mais maintenant il entrait par la porte principale avec sa propre carte magnétique qui disait « Directeur » au lieu de « Concierge ». Le bâtiment lui murmurait toujours ses secrets, mais désormais les gens l'écoutaient quand il les traduisait. Victoria commandait toujours depuis le 42e étage, mais ses ordres venaient avec considération, comprenant que chaque personne dans le bâtiment avait une valeur au-delà de sa fonction. La reine des glaces avait fondu, révélant quelqu'un de plus fort que l'armure ne l'avait jamais rendu. Emma s'épanouissait avec 2 parents qui voyaient son génie, soutenaient ses rêves et lui montraient quotidiennement que l'amour pouvait reconstruire ce que la perte avait brisé. Elle grandit en comprenant que les héros n'étaient pas les gens avec des capes ou de la richesse, mais ceux qui choisissaient la gentillesse quand la cruauté aurait été plus facile, qui faisaient ce qui était juste, surtout quand c'était difficile. La tour Hartwell Industries brillait toujours sous le soleil du matin. Mais elle brillait désormais avec un but au-delà du profit. Chaque étage, du sous-sol aux pentouzes, abritait des personnes dont la valeur était reconnue, dont la dignité était protégée, dont les histoires comptaient.
Marcus et Victoria s'étaient sauvés l'un l'autre de différentes manières, à différents moments, pour différentes raisons. Mais finalement, ils avaient appris la même leçon. Voir la vraie valeur de quelqu'un n'avait rien à voir avec ce qu'il faisait pour gagner sa vie, et tout à voir avec qui il choisissait d'être quand la tempête arrivait et que les lumières s'éteignaient. Et tout ce qui restait était le choix entre l'indifférence et l'action, entre la cruauté et la gentillesse, entre la peur et l'amour. La ville s'étendait en contrebas, pleine d'autres tours, d'autres PDG, d'autres concierges, d'autres histoires attendant de se dérouler. Mais dans cette tour, dans cette histoire, l'amour avait été construit sur une fondation de respect mutuel, cultivé par la compréhension et renforcé par le choix de se voir comme des êtres humains dignes de dignité, de respect et de seconde chance. Cela suffisait, bien plus que cela. C'était tout. It's a bug. I can't hear any walking me either. He was running. I didn't hear him. What? This DM says Dominating. okay, good luck on your practice exam. Walk it off, G. What? One kill remaining. Kayak. Feature's not even in this DM. I'm here. You weren't even playing it. Yeah, I'm eating. Oh, I miss my trash can. Fine, but no. One more real quick. No, I don't want to play one more. You made Okay. me play a DM by myself. Come eating. You never said that. You said put it in so we could reset, when in reality you wanted me to play because I was aiming like shit. Not at all. Shut up. What? It's not the reason why. Shut up. Okay, I will. That was funny. Who knows? If I cry again, I will shove it up my nose and play calm. Wait, Okay. expert, what was funny? I think he thought me getting told to shut up was funny. What? Red for Chinese New Year. What? It's not Chinese New Year anymore. That was yesterday. This thing smells like ass. I am now sitting closer to my monitor. So hopefully it'll make me better. I have depression. Why is this game so hard? I genuinely don't think I will ever improve out of Ascendant. I think I'm just forever at the elo of Ascendant 1, and I cannot improve to be better than Ascendant 1. I don't see a future in it for me. Just don't. Match found. I try and I try and I try so hard. I work my ass off, but I don't get any reward. I reap negative.
effects of playing Beans and rice. Valorant. Okay, to be Heartstuck Ascendant. I don't care about being Heartstuck Ascendant. I just don't see me ever improving anymore. I have been aiming the same way for months, almost a year, and I don't think there's any improvement. What's funny to me was when you told Future to shut up after you said he fuck made you you guys in are- a DM by yourself because you were aiming like shit. Because he put me in a DM because he thought I was aiming like shit. He said no, it's to reset. But he didn't even play the DM nor tell me did he eat. Select which means your he thought agent. I was playing like dog shit and wanted me to fucking reset. Wait, was that me? I hope that wasn't me. Oh, okay, it wasn't. We're still better Match like 95 found. of the player base because I'm boosted and I'm gonna lose all the 95% of the player base once I derank to diamond today. I am only gaining 14 RR just to lose 24. I have not lost anything below 20. Everything is always above 20 in what I'm losing, and I will gain no max than 16 RR. Cisco, I will come to your house and I will drop kick you, then steal Vi from you, and tell your brother that Vi is now my cat. Oh, about that. What? Did you give up Vi? Don't tell me that. So things happened, you know? Okay, and I am the beginning. I am the end. That's it? You just leaves on a cliffhanger? okay, am I gonna lose this game because my chamber's gonna be AFK the entire time? Wait, Or what did he like, say? he said someone dodged, he has to go, and then he's gonna be AFK the whole entire time. I'll just Hey, the remake. gang's all here. This is I'm not great. putting up with They that. don't stand a chance. Wait, wouldn't it? He's playing. I'm so confused. I don't know, maybe he just was trying to dodge. You want me to remake it or play it? Doesn't really matter. I always lose anyway, so just fucking play Yes, it. it matters. No, it doesn't. Okay, I I'm gonna lose remake. anyway. Okay, we're just gonna lose the next one anyway. I'm gonna remake. Why? What's the difference? I don't like the vibe Chamber's giving off. Okay. See. Traveling. Oh, he's calming. Like, I don't Can I know. get a side smoke? Shadows traveling. Well, I'll play it. Stealing sight. Spike planted. Last player standing. What happened to being AFK? You just threw my entire game to the dart. No charges left. What? That had nothing to do with the dart. One enemy remaining. We won the round. Woo! Woo! Yeah, Shit. lucky. Woo! Yo, thank I'm you, lucky. bro. Welcome, bro. I don't know why I didn't know. No, none of y'all waited for me to come. I got the Like, first all blood you guys not TP'd here. out, bro. Got the first blood and TP'd out. I played my life. Yes, Really good. you were amazing.
You said you didn't like the vibe, but here you are playing the game. So what? Well, he said he's calming, so he gave good calm. He doesn't seem like a complete weirdo. But you literally said you were gonna Well, dodge. we're playing the game now. Well, and you suck. I do. You're in hella ads, by the way. But she got fat. Don't say that. You're not allowed to use the F word. And how many ads? See, fast. Cover going out. Cover going out. Reyna's a Blinded me, bro. What you TP'd into? Spike down. C. Fuck, fuck. He has my text. One enemy remaining. I still can't get over that owl, Silva.